Bonjour Stéphanie. Bonjour Noémie. Alors Stéphanie, tu es l'auteur de ce livre, donc Lou. Oui, tout à fait. Donc c'est le combat d'une maman, Oui. c'est le combat d'une petite fille aussi, c'est le combat de toute une famille. Mm. Est-ce que tu peux nous présenter Lou? Oui. Eh bien, Lou est une petite fille extraordinaire, entre guillemets, parce qu'elle a été opérée du cœur à la naissance et suite à ça, elle s'est retrouvée dans l'incapacité de marcher. Et donc, moi, j'avais une vie de journaliste bien remplie et tout d'un coup, j'apprends le handicap de ma fille et tout bascule. Et ce qui est remarquable, c'est que c'est une petite fille qui a une joie, elle ne s'est jamais départie de sa joie, malgré toutes les épreuves, malgré le fait qu'elle ne pouvait pas marcher. Et c'était une petite fille solaire. Voilà. Donc Lou, c'est le parcours d'une petite fille, d'une maman déjà, toi Stéphanie, c'est ton premier enfant. J'ai beaucoup de mamans qui me suivent, hein, vous êtes nombreuses sur cette chaîne à me suivre. Et la maternité, c'est toujours joyeux. Oui. La grossesse aussi, alors que pas tout le temps. Et c'est vrai que c'est le parcours d'une jeune femme qui va porter son premier enfant, où tout va bien hein, pendant toute cette Oui. grossesse et où tout bascule. Mm. Le jour de la naissance, est-ce que tu peux nous C'est raconter? ça. Oui, c'est complètement incroyable. Moi, j'avais une vie insouciante. Je sortais, j'étais journaliste dans une grande chaîne. J'adorais mon métier. Et puis, j'ai rencontré mon mari. Après, des histoires un peu compliquées, personnelles. Donc, tout d'un coup, tout s'ouvre à moi. Le bonheur s'ouvre à moi. Et je suis enceinte. Je suis folle de joie. Je n'y croyais même plus. Et toute la grossesse était vraiment magnifique. Et voilà. Et l'accouchement, alors à partir de l'accouchement, ça a été beaucoup plus compliqué parce que l'accouchement a duré très longtemps. Et j'attendais vraiment, elle était attendue par tout le monde comme le Messie. Et puis tout d'un coup, rien ne se passe comme prévu. Et l'accouchement dure déjà 30 heures. Et quand elle sort, on me la prend immédiatement, on me dit qu'elle a de l'eau dans les poumons. Donc immédiatement, on m'enlève mon bébé. Mais bon, moi, je suis tellement heureuse, je ne réalise pas du tout. Et après, c'est une série d'enchaînements comme ça. On me dit, écoutez, il faut l'hospitaliser, elle a de l'eau dans les poumons, et elle reste une semaine à l'hôpital. Et puis on part comme ça dans un espèce de tunnel, on ne sait pas trop où on va, et où je ne réalise pas trop en fait ce qui se passe, parce que je suis sur mon petit nuage encore, malgré tout. Ouais, donc ça veut dire qu'à partir de quand tu te rends compte que bah, ce qui se passe, c'est grave ou que tu... Oui, parce qu'au début, oui, Je ne réalise pas du tout. pas du tout. Ouais. Non, je ne réalise pas du tout. Je ne sais pas si c'est les hormones, si c'est le bonheur qui me soulève de terre. Je suis hors sol, hein, vraiment littéralement. Et en fait, c'est au bout de 3 jours, les médecins disent on ne comprend pas, on a fait une radio des poumons, normalement, elle aurait dû être gardée 48 heures en néonatologie, donc c'était un énorme bébé de 4 kilos avec toutes ces petites crevettes à côté. Je me disais mais c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Là, je commençais à trouver que c'était bizarre, en me disant pourquoi elle est en néonatologie alors c'est un énorme bébé, elle n'est pas prématurée. Ensuite, on me dit que l'eau des poumons n'est pas partie et qu'ils ne comprennent pas pourquoi. Et donc là, je me dis, mais comment ça, ils ne comprennent pas pourquoi. Donc il y a eu toute une batterie d'examens. Donc là, ça a commencé à être un peu difficile et j'ai un peu atterri, entre guillemets, parce que Lou avait des échographies, des radios pulmonaires. Je l'ai vue dans des situations improbables, ficelée comme une momie sur une planche en bois, hurlant pour faire un examen parce qu'il ne fallait pas du tout qu'elle hurle. Donc c'était terrible. Donc d'emblée, instinctivement, je me suis mis à ses côtés, je lui susurrais des mots et je suis rentrée dans un rôle que je n'avais pas prévu d'avoir du tout, qui était celle de la consoler, de l'apaiser quand on la piquait, qu'on lui faisait des prises de sang. Et voilà, c'était vraiment... Mais là, je me dis, il y a un truc et on ne sait pas quoi. Justement, ce qu'on découvre à travers ton livre et qui m'a... Alors vraiment, moi, j'ai découvert un univers, plusieurs d'ailleurs, celui du handicap. Vous êtes très nombreux à me demander des vidéos là-dessus. J'en fais pas parce que c'est un sujet que je ne maîtrise pas et que je ne connais pas. Et surtout, l'univers médical et hospitalier dans un pays où on pourrait penser que bah, c'est génial et pas vraiment en fait. Hein. Et comme tu viens de le dire, tu prends une autre casquette. En fait, très vite, tu te rends compte qu'il va falloir que tu protèges ton enfant. C'est ça, c'est tout à fait ça, c'est protéger mon enfant. Et c'est vrai, pour remettre en perspective, il y a des médecins formidables, mais j'allais dire, l'hôpital côtoie le pire et le meilleur. Vraiment, hein, au sein même de l'hôpital, et j'allais dire un peu partout, il y a le pire côtoie le meilleur, et donc j'ai connu les deux. Et effectivement, le début, c'était assez rude, parce qu'il n'y avait pas forcément de communication claire.
on n'était pas forcément inclus dans le processus, on ne comprenait pas. Et ces atermoiements, dès que nous, on essayait de comprendre, qu'on posait des questions, on nous remettait à la place du parent qui est dans la sphère affective, donc qui ne peut pas comprendre, donc qui n'est pas capable, qui est dans la sphère irrationnelle, et eux dans la sphère du sachant. Donc un gouffre s'est installé, quasi d'emblée, j'allais dire, où nous, on essayait d'avoir des informations. Mon grand-père, qui était pédiatre, appelait l'hôpital pour essayer d'avoir des informations de professionnel à professionnel, donner aussi son opinion, mais on ne l'écoutait pas en disant allez vous occuper de vos framboises dans votre jardin, monsieur, vous êtes à la retraite. Donc oui, c'est compliqué, ouais. Alors que ce qui m'a marqué aussi dans ton livre, c'est toute cette part très intuitive que tu as, qui est vraiment l'intuition du parent qui va sauver Lou à plusieurs reprises, hein, où tu vas vraiment avoir cet instinct de te dire non, là c'est grave, et jusqu'au bout d'ailleurs, hein, de sentir toi, parce que tu connais ton enfant, parce que tu dois vibrer quelque chose. C'est ça. Et bon, alors après, on peut se dire, oui, après tu la connais bien, mais même dès le début, on sent chez toi cette espèce d'instinct de mère puissant, même plus même que le papa ou que l'entourage. Hein, tu es vraiment celle qui sent pour elle, comme si tu communiquais avec elle. Hein. Tout on à va fait. beaucoup parler de communication dans cette vidéo. Et toi, tu es dans une communication non verbale avec ta fille et tu sens. Et malgré ça, oui, il y a... Est-ce que tu peux nous raconter cette espèce de frustration parce qu'on ne t'écoute pas, toi? Non, on n'écoute pas. C'est très compliqué. Non, à plusieurs reprises. Au début, effectivement, où c'est compliqué, jusqu'à ce qu'elle soit transférée pour faire une écho cardiaque, et là où on comprend qu'il se passe quelque chose, etc. Mais non, on n'écoute pas. Et beaucoup plus tard, à beaucoup d'autres reprises, c'est la même chose. Je suis confrontée, j'essaye de comprendre, je sens dans mes tripes que ça ne va pas. Je connais Lou, je l'ai trop observée, je l'ai regardée nuit et jour depuis qu'elle est née. Et effectivement, pareil, on me disait non, madame, c'est comme s'il y avait effectivement la raison, mais théorique, de diplôme, etc., d'un cas, d'imagerie, etc., contre le ressenti, qui est quand même un ressenti qu'il faut prendre en considération. J'ai envie de dire, les parents sont des partenaires de soins. Pour moi, c'est important que les médecins l'entendent. Ce sont des partenaires de soins. On travaille main dans la main. On a une autre vision, une vision intuitive, comme tu dis. On ressent notre enfant. On sait quand il pleure, si c'est un pleur de douleur, un pleur de fatigue, etc. Et c'est compliqué de faire passer le message. À quel moment la question du handicap le diagnostic va être posé où où tu vas comprendre en fait que l'image idéalisée de la maman qui rentre avec son bébé, qui fait peut-être quelques nuits, ça va être plus compliqué que ça. En fait, j'allais te dire, ça a commencé avant, parce que quand on pose le diagnostic du cœur qu'il faut opérer, là, c'est la douche froide. Donc mon bébé a 6 jours. Il a été transféré dans un autre hôpital pour faire une écho cardiaque avec des cardiopédiatres. Donc déjà, on se rend compte que pendant 6 jours, il y a une errance de diagnostic et qu'au lieu d'avoir justement transféré à des gens plus compétents, en fait, ça traîne. Et là, quand il y a cette échographie cardiaque, là, on m'annonce, madame, il faut opérer votre petite fille du cœur, elle a une malformation cardiaque assez importante. Donc là, déjà, c'est la première douche froide, j'allais dire, parce que je ne m'attends absolument pas à ça. Ni personne dans la famille n'a de malformation cardiaque. Et tout d'un coup, je visualise le fait qu'on va opérer le cœur de mon bébé, qui est un organe vital. Et donc, il y a déjà une espèce de dissonance en fait, qui s'opère entre le fait que j'ai engendré la vie et que potentiellement, elle peut mourir, puisqu'on m'a expliqué les risques. Ah oui, on te le dit. Et à ce moment-là, je décide de faire confiance. Et c'est là où je veux dire aussi que, voilà, avec de la communication, j'ai pas eu peur. Enfin, c'est pas à ce moment-là que j'ai pas eu peur. Je me suis dit quelque chose se passe, mais on m'a expliqué. On m'a pris dans une pièce, on a pris un paperboard, on m'a dit voilà un cœur normal, voilà le cœur de votre fille. On m'a pris les mains, on m'a dit ça va aller, même si c'est dangereux ou grave, etc. Et j'ai pas eu peur, j'étais en confiance. Et c'est là où c'est incroyable, c'est que ma fille, après l'opération, a eu un pronostic vital engagé parce qu'elle a fait des complications. Et je n'ai pas eu peur. Enfin, quasiment pas. Sauf quand les complications ont continué et on m'a dit que le pronostic vital était engagé. Donc là, je me suis dit, c'est très grave. C'est là aussi, parenthèse, du coup, je parle beaucoup, mais pardon. C'est là aussi où je suis allée voir une psy à l'hôpital et où j'ai dit, écoutez, je ne comprends pas, je viens d'engendrer la vie. Et là, on me dit qu'elle ne va peut-être pas survivre. Et en fait, je n'arrive pas à intégrer cette information-là. Et elle m'a dit un truc effroyable, quoi. Elle m'a dit, madame, tout le monde a
comment dire, une vision ambivalente de son enfant, et donc vous êtes perturbé parce que, en gros, parce que j'avais envie de tuer mon enfant. L'idée, c'était de dire que j'étais ambiguë vis-à-vis de mon enfant et que c'est pour ça que je souffrais. Donc là, moi, je me suis effondrée. Je me suis dit, c'est dramatique parce que là, si j'étais pas solide, j'aurais pu me suicider. Enfin, c'est complètement dingue. Oui, ou pas entourée. Ou pas entourée, ouais. Oui. C'est Et terrible. voilà. Et donc, quand Lou s'en est sortie, je me suis dit, cet enfant est invincible. C'est incroyable. Pendant une semaine, elle a lutté contre la vie et la mort. J'allais la voir 1 heure par jour parce que je n'avais pas le droit de plus. Et puis même, j'avais droit à 2 heures. Mais 2 heures, c'était trop horrible parce que c'était dans des conditions terribles avec un champ opératoire, dans des conditions assez morbides, on va dire, pour ne pas donner de détails. Et quand elle s'en est sortie, je me suis dit, elle s'en sortira toujours. Et je lui parlais, je la caressais, je lui dis, ma chérie, la vie vaut la peine d'être vécue, accroche-toi. Et je suis sûre qu'elle m'a entendue. Ah oui. Et elle s'en est sortie. Et à partir de là, déjà, je me suis dit, il y avait comme une graine qui a été plantée, qui s'est dit, c'est pas le truc simple, long fleuve tranquille, etc. Et c'est à partir de là que tu comprends que oui, ça va pas être. Oui, je pressens. C'est-à-dire que c'est comme voilà, une impression, exactement, une impression. Et après, quand plus tard, 9 mois plus tard, elle ne tient pas assise, 10 mois plus tard, elle ne tient pas assise, là, je vais voir un pédiatre, tout le monde me rassure, mais je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça, personne ne te l'avait dit? Non. C'est fou. Hein. Non, le pédiatre me voulait rassurer en me disant on attend, ça peut aller jusqu'à 16 mois, et donc on attend. Et puis finalement, c'est en allant chez l'ophtalmo parce qu'elle avait un strabisme convergent vers 10 mois, ou non, enfin je ne sais plus, 15 mois. Et elle me dit, là, il y a une souffrance neurologique parce qu'elle a les 2 pupilles dilatées. Et là, je tombe de l'armoire et je me dis, mais comment ça? Je ne comprends pas. Et elle me dit, le pédiatre ne vous l'a pas dit? Elle me dit, c'est signe de souffrance neurologique. Je suis retournée voir le pédiatre, effectivement, qui m'a dit, écoutez, à part rentrer chez vous avec un paquet de Kleenex, il n'y a rien à faire. Donc là, c'est pareil, le choc. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Donc de fil en aiguille, je vais voir une neuropédiatre, et là, qui me dit, non, madame, il y a des choses à faire. De la kiné de rééducation, de l'ergothérapie, tout ce qu'on veut, la rééducation des yeux. Donc un agenda de ministre se déploie devant moi pour elle, et qui a à peine 15 mois. Et là, je comprends que ça ne va pas être tout à fait le scénario que j'avais imaginé. Donc ça remet en question, c'est toute ta vie qui est basculée. Oui. Parce qu'à l'époque, tu fais un métier que tu aimes bien, comme tu nous l'as dit. Oui, et j'imagine, comme toutes les mamans, parce que moi aussi, on a imaginé une vie avec cet enfant, et c'est jamais celle-ci qu'on imagine. Tout à fait, c'est jamais celle-ci qu'on imagine. Et vrai. Toi, ce qui ressort dans ton livre, c'est une espèce de force, parce que tu dis qu'elle est invincible. Moi, j'en connais une autre, la petite Nire, la petite Lou, c'était pas dans ses gènes pour rien, parce que toi aussi, ton parcours va être incroyable, il est aussi incroyable que le sien, en fait. Je ne sais pas si ça, tu le vois. En fait, non, je ne me rends pas compte. J'avais tellement d'amour pour cet enfant. Enfin, je pense que moi, j'ai toujours été quelqu'un qui n'avait pas trop confiance en moi, et probablement, encore maintenant, mais avec l'arrivée de cet enfant, je suis obligée totalement de sortir de ma zone de confort, et cette espèce de force, d'amour pour elle, de volonté qu'elle vive envers et contre tout, qui m'a effectivement fait soulever des montagnes. Quand on dit que oui, on n'a pas confiance, je donne souvent malheureusement cet exemple aux gens quand ils me disent j'ose pas le faire ou j'y arriverai pas. Je dis, si demain il arrivait un truc à ton enfant, qu'est-ce que tu serais? Moi je peux te dire que tout de suite tu vas trouver des solutions, tu vas te battre, et en fait c'est ce que tu décris, quoi. C'est-à-dire que par amour pour ta fille, tu vas déployer mais des trésors, et c'est vrai que de tout, d'ingéniosité, de ressources, de système D parfois, de combat, de persévérance, et tu vas rien lâcher en fait. Tu vas rien lâcher si tu n'avais pas été là, parce que tu dis que ta fille a de la force, mais si toi tu n'avais pas été là pour elle, et si tu t'étais laissé un petit peu emporté par
n'avais pas suivi ton cœur, ton intuition, ça aurait changé aussi le cours des choses grandement, parce que tu t'es battue. C'est vrai. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, dans le rapport mère-fille, souvent on est en osmose, et c'est vrai que le fait aussi que Lou soit avec ce handicap moteur, donc elle était dépendante de moi pour se laver, pour manger, et donc moi je la poussais vers de plus en plus d'autonomie, et donc c'était vraiment merveilleux de voir qu'elle commençait à couper sa viande toute seule, elle mangeait seule, elle finissait par tenir assise, par tenir debout, enfin c'était magnifique. Et c'est vrai que du coup c'était aussi renforcer ce lien d'osmose très fort, et je pense qu'on se donnait mutuellement de la force. C'est ça. Et justement, est-ce que tu peux nous parler du handicap de Lou? Donc, ça supposait quoi, justement, dans l'organisation Alors, le handicap de Lou, comme elle a manqué d'oxygène pendant probablement l'opération, elle s'est retrouvée avec une incapacité motrice. Donc, ça s'appelle une anoxie cérébrale. Et on s'est rendu compte qu'elle ne pouvait pas tenir assise, puis pas tenir à quatre pattes. Mais le miracle, et c'est ce que m'a expliqué le neuropédiatre, c'est qu'elle pouvait parler. Et normalement, ça touche toutes les sphères. Mais les conséquences même juste du handicap moteur, elles sont multiples. Ça veut dire que voilà, on ne peut pas du tout se déplacer, que les doigts, les mains étaient touchées. Donc ça veut dire que tous les objets qu'elle avait dans les mains tombaient. Elle ne pouvait pas les ramasser, elle ne pouvait pas manger sans se renverser de l'eau sur elle ou piquer à côté de la bouche pendant des années. Donc à la fin, elle arrivait à faire tout ça, donc c'était magnifique. Mais c'était plein de problèmes, des problèmes de digestion, des problèmes... En fait, ça touche toute la motricité des muscles, y compris internes. Donc parfois des problèmes d'incontinence. Donc on priait pour qu'elle soit continente pour aller en maternelle. Et par miracle, elle s'est retrouvée continente au moment d'aller à la maternelle. Mais... C'est une guerrière, Lou. Elle réussit à chaque fois, on le voit. C'est comme si elle cochait les cases. Il faut ça pour avoir ça. Elle coche les cases. Ouais. À chaque fois, elle vient faire... moi, je parle souvent de faire mentir son destin. Ouais. Elle fait mentir les diagnostics. Tout à fait. C'est vrai. Ouais. Et tellement souvent, on l'a enfermée. On m'a dit, madame, on ne sait pas jusqu'où elle ira, elle ne pourra pas marcher. Et même plus tard, quand elle a eu 10 ans, elle commençait à rentrer dans des paliers de progression, à moins progresser. Et c'est là où j'ai commencé à chercher des thérapies alternatives de rééducation motrice. Et on me disait, non, vous la fatiguez trop. Enfin, en fait, en France, c'est très bizarre. C'est comme si on dit, surtout pas, il ne faut pas. Comme si on maintient... Ça marcherait mieux que l'allopathique. C'est très embêtant quand même. Ça. Et effectivement, à chaque fois qu'on la stimulait, elle faisait un pas en avant, elle progressait. Et donc, ma plus grande joie, c'est d'avoir pu la voir faire quelques pas. Je suis émue même de le dire, d'avoir fait quelques pas en déambulateur. Et ça, c'était une magnifique victoire. Et Dieu sait que c'était coûteux pour elle, hyper coûteux. Je pense que c'est très inspirant d'entendre ça. Voilà, si vous êtes maman d'enfants handicapés, vous êtes peut-être au début du parcours justement d'apprentissage à vivre avec le handicap de votre enfant. Je pense que la leçon à retenir ou l'idée clé là, que je retiendrai moi personnellement, c'est de pas se priver parce qu'à côté on nous dit ça va être comme ça, de peut-être pas se priver de chercher soi-même des ressources. Surtout pas. Et d'avoir confiance en soi et en son intuition. Tout à fait. Oui, ça, moi, si j'ai un conseil à donner, c'est connectez-vous avec d'autres parents qui sont dans la même situation que vous, parce qu'il existe des sites sur Facebook partout où on peut échanger et on voit la multitude de possibilités qui s'offrent à nos enfants dont les médecins ne nous parlent pas forcément parce que ça n'a pas été encore validé officiellement, etc. etc. Et il y a beaucoup, par exemple, il y a 3000 familles qui chaque année vont à l'étranger faire rééduquer leur enfant avec des sessions de rééducation intensive parce que ça n'existe pas encore en France. Et donc, à force d'en parler, il y a maintenant de la rééducation intensive à Brest. Mais tout ça, ça vient des parents. Donc, il faut se relier les uns aux autres, échanger et effectivement, vraiment oser se confronter. Alors, Lou, c'est une petite fille qui finalement va réussir à avoir un parcours assez normé finalement, puisqu'elle va aller à l'école, comme tu le dis. Tu vas te battre encore une fois pour réussir, parce que ça aussi, c'est un autre parcours du combattant. Dès qu'on se confronte à l'administration, encore une fois, il n'est pas question pour moi de juger les personnes et les personnels, parce qu'on fait tous avec les moyens qu'on nous donne aussi, ça compte. Mais de dire que voilà, c'est pas si facile, alors qu'il y a une loi. Oui, absolument. Il y a la loi de 2005 qui s'appelle la loi d'égalité des chances. Donc la chance de pouvoir aller à l'école, l'égalité d'aller à l'école comme tout le monde. Mais dans la pratique,
Il y a plus de 80 ou 90% d'écoles qui n'ont toujours pas d'ascenseur, donc en capacité de recevoir des enfants avec un fauteuil. Donc c'est très compliqué. Raison pour laquelle moi je m'étais orientée dans des écoles privées juste à côté de la maison qui étaient aux normes. Mais je me suis heurtée à d'autres problématiques, à savoir la méconnaissance profonde du handicap moteur. Et alors que j'avais expliqué que des enfants en situation de handicap moteur venaient dans cette école, mais malgré tout, en CM1, CM2, ça a été un parcours du combattant. Lou avait des étoiles à côté de ses notes. Donc quand j'en ai parlé à la direction, je dis pourquoi Lou a des étoiles à côté de ses notes? Et elle m'avait dit mais parce que je suis obligée d'adapter les exercices pour elle, donc je dois le marquer. Donc comment voulez-vous ne pas stigmatiser un enfant qui est en situation de handicap, qui se bat avec courage tous les jours parce qu'elle ne peut pas prendre le métro, parce qu'elle ne peut pas aller au théâtre, elle ne peut pas aller dans toutes les activités périscolaires qui ne sont pas adaptées à elle, donc qui est déjà marginalisée, et en plus on lui met des notes avec des étoiles. Donc, je pense que tout ça, c'est une question de personne. C'est pareil, ce n'est pas une question d'éducation nationale, forcément, je ne veux stigmatiser personne. C'est vraiment d'arriver à être en écoute et de comprendre les besoins. C'est ça, c'est que trop souvent, ce que je note aussi, c'est que en fait, on ne fait pas d'effort, quoi, de se mettre à la place d'eux. Parce que si on le faisait, moi je te parlais de ma fille qui est cœliaque. Alors cœliaque, c'est pas très compliqué, c'est juste pas manger de gluten. Il n'empêche que pendant toute sa scolarité, elle avait un PAI, j'emmenais en fait PAI, c'est juste que j'emmenais son repas et que j'avais le droit d'emmener un repas pour elle. Donc on peut se dire, bah, c'est génial, Marie, elle a le repas. Oui, mais sauf que Marie, 3 ans, 4 ans, 5 ans, elle, ce qu'elle veut, c'est manger comme tout le monde. Et ils avaient fait un truc terrible, c'est qu'il y a des petites tables, elle n'avait pas le droit de manger avec les autres, des fois qu'il y aurait une miette qui aurait sauté dans son assiette. Et ça, je l'ai su un peu tardivement. Et en réalité, on ne se rend pas compte, parce que c'est vrai qu'on fait ça pour protéger l'enfant, parce qu'on a peur, peut-être pour Lou, c'était que les autres la blessent, ou la bousculent, ou qu'il se passe un truc. Et en réalité, on fait des choses où on ne se met pas dans la tête de l'enfant en disant, mais on est en train de le rejeter. Et quand elle mange chez nous, sa sœur peut renverser une miette, c'était pas grave. Voilà, et on m'a pas demandé, pas demandé mon avis. Non, est-ce que, tu vois, c'est un peu... C'est vrai. Mais moi, je dirais plus loin, tu vois. Pour Lou, c'était la peur qu'effectivement on lui fasse du mal, mais aussi qu'elle fasse du mal aux autres. Par exemple, quand elle était en élémentaire, son auxiliaire de vie scolaire refusait qu'elle aille en cours de récréation parce qu'elle lui a dit « Tu peux écraser tes camarades avec ton fauteuil roulant. » Donc, Lou était privée de récréation. Et je l'ai su après. Ouais. Et ça, c'est aberrant parce qu'en fait, il y a des enfants qui blessent d'autres enfants et ils n'ont pas de fauteuil roulant. Il n'y a pas besoin d'avoir un fauteuil pour que ça se passe mal dans la cour. Il y a toujours des enfants qui vont courir un peu vite et qui vont se taper la tête ou quelqu'un qui va mettre un coup à quelqu'un. Mais c'est ça. Et donc, Lou même avait développé une phobie à l'idée d'aller à la récréation en disant « je vais faire du mal aux autres ». Et donc, j'avais dû lui expliquer que non, que c'était la peur de son auxiliaire de vie scolaire. Donc, je suis intervenue auprès du directeur en disant « ça n'est pas acceptable, c'est un droit qu'elle a ». Et en fait, voilà, on se retrouve à se battre pour des trucs tellement évidents, mais par méconnaissance et ignorance. Méconnaissance et surtout en ne tenant pas compte, en fait, du ressenti. C'est ça. Voilà, de l'enfant. C'est-à-dire que si je le mets tout seul à une table, si je ne le laisse pas aller à la récréation, mais qu'est-ce qu'il va ressentir? Et c'est vrai que je suis sûre que quand je le dis là, s'il y avait ces personnes-là, elles diraient « ah bah oui, c'est vrai ». Mais ça, c'est une réflexion qui n'a pas été menée. Non. Et c'est dommage. Exactement. Moi, je pense qu'effectivement, tout le monde devrait, en formation initiale, les profs, les médecins, avoir cette sensibilisation. Et pourquoi pas des cours d'empathie, comme c'est au Danemark ou en Norvège, où chacun prend la place de l'autre pour ressentir et comprendre. Parce qu'on aboutit finalement à une violence institutionnalisée. C'est ça qui n'est pas normal. Oui. Et donc, le rôle d'une maman, c'est évidemment que son enfant subisse aucune violence. Quoi. Exactement. D'ailleurs, on avait parlé aussi des questions d'invitation de Lou aux anniversaires. Voilà, une petite Lou qu'on n'ose pas inviter, que les parents... Alors ça, franchement, vous êtes très nombreux à m'écouter. Donc, s'il y a des petits-enfants dans cette situation, dans les classes de vos enfants, tu vas nous dire qu'est-ce qu'il faut faire, justement, parce qu'on est peut-être... C'est vrai que ça part pas d'un mauvais sentiment. On se dit que s'ils se blessent chez nous, comment on va faire pour telle et telle chose. Et du coup, on n'ose pas les inviter parce qu'on a peur. Mais on leur fait bien plus de mal en les privant de vie sociale. Donc, qu'est-ce que tu conseillerais, toi ? Moi, ce que je conseille, c'est effectivement oser aller voir les parents. N'ayez pas peur, parce qu'en fait, quand on a un enfant en situation de handicap, on est souvent isolé. On se sent seul avec notre
notre épreuve de vie. Et le moindre petit mot fait plaisir, le moindre échange. Et je me souviens très bien, quand on était en maternelle, Lou était encore toute petite, les parents m'ignoraient probablement par aussi gêne vis-à-vis de moi. Et il y a une maman qui est venue me voir en me disant oh, qu'elle est mignonne, etc. Et donc, moi, ça m'avait fait tellement de bien. On a besoin de venir nous voir et de nous dire, moi, j'ai envie d'inviter votre fille, par exemple, à un anniversaire, mais je ne sais pas comment faire. Comment est-ce qu'on peut faire? Parce que chez moi, il y a un escalier, parce que je ne sais pas si elle veut aller aux toilettes, comment faire. Et des solutions, on en trouve toujours. Ça, c'est la bonne nouvelle. Par exemple, je peux venir aider ma fille, ou je peux faire venir une petite jeune fille que j'aurais... Qui voudrait bien s'occuper d'elle un demi-après-midi, ou même de l'entraide, tout simplement. Quelqu'un qui accepterait, qui n'est pas gêné, qui l'aide à descendre de son fauteuil. C'est simple, en fait. Il faut juste oser. Oui, c'est ça. Et communiquer, surtout. Oui, communiquer. Alors, on va continuer quand même sur l'histoire de ce parcours que tu as mené. Donc, pendant... Qu'est-ce qui a été le plus marquant pour toi? Quel est le souvenir qui est le plus marquant? Moi, j'essaye de garder le bon souvenir de ma fille. C'est mon enfant solaire. Je crois que j'ai rarement vu une petite fille avec une gaieté aussi profonde et intrinsèque, malgré les épreuves physiques qu'elle devait traverser, et parfois même très violentes. Et elle avait cette joie incroyable. Et ça, pour moi, c'est vraiment une leçon de vie. Ah oui, ça c'est sûr. Et un exemple de courage. Et je me dis, je ne peux pas, malgré la difficulté que je vis aujourd'hui, être en dessous de ce qu'elle m'a montré. D'ailleurs, Lou, elle t'a laissé quoi? Qu'est-ce qu'elle t'a appris? Parce que je pense que on croit souvent qu'on éduque nos enfants, mais ils nous font grandir bien plus qu'eux. Qu'est-ce que Lou a laissé comme trace? Eh bien, je pense que la première chose que je retiens d'elle, c'est une immense leçon de courage. Je pense que si petite, confrontée à de telles épreuves de vie, elle n'a jamais baissé les bras, elle n'a jamais pleuré, elle ne s'est jamais apitoyée sur son sort, jamais, jamais, jamais. Et elle avait cette capacité, en sortant des situations très douloureuses qu'elle avait vécues, de rebondir dans la joie, de rire, et puis cet amour, je veux dire, elle avait une espèce de tendresse pour les autres, elle tendait les bras tout le temps pour faire des câlins, elle était très empathique, elle était toujours à dire « t'inquiète pas, ça va aller » à ses copines qui avaient des problèmes, X, Y, Z, de son petit fauteuil. Et donc, il y avait un côté quand même incroyable. Et elle avait aussi, et ça je ne sais pas pourquoi, une espèce de préscience des choses, une espèce de maturité en fait, incroyable. De très grande maturité. Des enfants qui grandissent trop vite, en fait, qui sont précipités dans un univers qui sont hors de ce monde de bisounours dans lequel ils devraient évoluer. Stéphanie, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi? Le plus difficile, c'est évidemment que ma fille ait disparu dans des conditions effroyables et qu'elle ait souffert pendant 3 jours sans être prise en charge. Alors, j'ai aussi tenu, il faut quand même dire, c'est ça qui est incroyable, c'est que j'ai autant pleuré que j'ai ri en l'écrivant. C'est que ce qui m'a fait tenir, c'est justement l'amour qu'on partageait ensemble, son côté solaire, justement son côté à toujours voir les bons côtés des choses malgré tout. Et aussi, et surtout, je pense que dans tout chemin difficile, on rencontre des êtres et des êtres de lumière, je ne sais pas comment les appeler autrement, qui vous montrent le chemin et qui vous donnent de l'espoir et qui vous accompagnent et qui donc vous apaisent aussi, vous apportent cette espèce de sérénité au milieu du chaos. Au milieu du chaos naissent les étoiles et sincèrement, c'est vrai. Alors c'est qui ces étoiles? Parce que oui, c'est vrai qu'on a parlé de ce parcours du combattant, mais il y a quand même effectivement des lumières, heureusement. Il y a Lou déjà, la grosse lumière, il y a toi. Et puis, il y a quand même des gens où on rencontre à un moment des bonnes personnes au bon moment. Et bien, en fait, c'est ça pour moi, la leçon de vie, c'est de penser que malgré des gens qui n'écoutent pas, etc., il y a 2-3 personnes qui sont capables de vous écouter, qui sont capables de comprendre, qui sont capables d'entrer en empathie avec vous. Et à ce moment-là, tout est simple, tout est fluide, tout est facile. Et donc, on sait que c'est possible. Et moi, mon message, c'est ça, c'est de dire qu'avec un
peu d'empathie, de l'écoute, mais la vie est tellement plus simple, peu importe le handicap, peu importe les difficultés. Mais les plus grosses difficultés qu'on a eues, c'est pas le handicap, c'est les écoles qu'on ne trouvait pas, c'est les gens qui ne voulaient pas comprendre que c'est pas la peine de mettre une étoile à côté d'une note parce qu'il faut faire un polycopier plus grand parce qu'elle voit pas bien. C'est ça, c'est juste comprendre que, en fait, il faut juste être connectés les uns aux autres et que c'est pas très compliqué, en fait. Qu'est-ce qui aurait été plus facilitant, en fait? Qu'est-ce que tu aurais aimé et que tu n'as pas eu, en dehors de tout ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire d'écoute et d'empathie? C'est exactement ce que tu dis, c'est qu'on l'écoute, elle. Qu'on l'écoute, elle, quand elle dit « j'ai mal ». La voix des enfants, on pourrait en faire des romans. On ne les écoute pas. On les écoute pas quand ils disent qu'ils ont eu des attouchements. On les écoute pas quand... on les écoute pas, en fait. La parole de l'enfant, en tout cas en France, c'est vrai que c'est pas... Au moins écouter les parents. Oui, mais on se dit dans ces cas-là que la maman est hystérique. Un peu, tu le décris bien, ça. Cette espèce de maman hystérique. En fait, t'es juste... c'est tellement... Comment quelqu'un ne serait pas hystérique à voir son enfant qui souffre et être face à un mur? Donc oui, n'importe quel être humain est poussé tellement fort dans ses retranchements qu'il a l'air d'un hystérique. Mais complètement, mais totalement. Et encore moi, je veux dire, comme je fais de la communication et que je suis très sensible au développement personnel, etc., je sais que j'essayais de me maîtriser. Oui, tu es très polie aussi. Oui, et justement, parfois trop aussi, engoncée. Tu décris une éducation où on t'a expliqué que faut pas comme beaucoup d'éducation, on ne fait pas trop de bruit, on est poli. Exactement. Et tu n'oses pas au début. Au début, j'ose pas trop, exactement. Et c'est vraiment quand je suis poussée dans mes retranchements que là, j'explose. Une fois, j'ai explosé sur une infirmière qui m'a mal parlé parce que je ne m'étais pas lavé les mains au bon endroit alors que ma fille était en néonatologie et donc elle me hurle dessus. Donc là, j'ai réagi. Et puis aussi parce que Lou m'a forcé, quand quelqu'un veut faire de la kiné respiratoire sur ma fille qui vient d'être opérée du cœur, dont les sutures ne tiennent pas, je m'interpose physiquement. Et c'est dans ce sens-là où elle m'a fait sortir de ma zone de confort, grandir et m'affirmer. Alors, écrire ce livre, j'imagine que ça a été quand même thérapeutique pour toi. Qu'est-ce que ça t'a apporté de coucher sur le papier toutes ces émotions, tout ce parcours? Alors, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas si c'est thérapeutique, dans le sens où ce que je ressens, c'est que j'ai pu déposer sur le papier un fardeau. J'en suis là. J'ai déposé un papier sur mon fardeau et c'est vrai que j'ai pu mettre à distance un petit peu l'émotion qui était vraiment très violente, évidemment, d'une violence inouïe. Et aujourd'hui, dans mon deuil, j'en suis au stade où j'aimerais tellement que sa vie puisse donner sens à d'autres vies. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Dans le sens où j'aimerais tellement que sa vie, entre guillemets, sacrifiée, si elle doit être sacrifiée, un peu comme Abraham et son fils, j'accepterais si ça peut vraiment être au service d'autres personnes, des millions de familles qui sont dans la même situation et que ça puisse faire changer la société, changer les choses, ça me tient vraiment profondément à cœur. Et là, je me dis que peut-être que ça mettrait un peu de baume à mon cœur de maman endolorie. Je comprends, trouver du sens en fait. C'est ça, que ça ait du sens, que la vie de Lou est comptée. Justement, vous pouvez peut-être y contribuer, vous qui nous regardez. Alors, les fêtes sont passées, mais il n'est jamais trop tard pour offrir des cadeaux, et surtout pour se l'offrir. Donc le livre s'appelle Lou, pardon. Il n'y a pas de loup dedans, à part celle-ci. Donc Lou, Stéphanie Lessolière, c'est paru chez Robert Laffont. Vous le trouvez dans toutes les librairies ultra essentielles. Voilà, merci Stéphanie. Merci beaucoup à toi, merci infiniment. C'était un plaisir de te rencontrer. Pareil. Moi, j'ai vraiment adoré, c'est la première fois que je vous fais une interview. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ce nouveau format finalement, parce que j'ai été touchée par l'histoire de cette maman, comment ne pas l'être. Peut-être que vous qui nous regardez autour de vous, voilà, il y a peut-être quelqu'un autour de vous à qui ce livre peut faire du bien, mais même quand on n'est pas touché, moi je ne suis pas touchée du tout par le sujet, si ce n'est celui de l'enfance, et c'est un livre qui fait du bien. On pleure, mais ça fait du bien aussi d'être face aux réalités. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci à vous et à bientôt.